Bonjour et bienvenue dans cette salle du Théâtre du Nord, le théâtre qui nous accueille si généreusement. À côté de moi, Patrick Fabre, qui est le directeur du film de Saint-Jean-de-Luz et qui va avoir l'immense plaisir pour vous d'animer cette masterclass avec une comédienne qu'on connaît tous. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui alterne tellement de rôles différents, qui sait tout jouer. Moi, je l'ai découverte dans Haut les cœurs de Solveig Anspach, pour moi, le meilleur film sur le cancer. Et à l'époque, on ne parlait pas de cancer. Et c'était extrêmement émouvant. Après, on l'a bien évidemment... et elle a obtenu un César, d'ailleurs, pour son rôle... Meilleure actrice. Meilleure actrice. Après, bien évidemment, on l'a tous retrouvée dans plein de rôles, dans Police, dans Jalouse, dans La famille Bélier. Je crois que c'est pour... Elle a été nommée au César pour ces rôles-là. L'an dernier, on l'a trouvée dans un rôle où elle n'était pas complètement dans ses rôles habituels, mais comme elle sait tout jouer, elle l'a fait de manière extraordinaire. C'était dans L'ombre, où elle incarne un personnage, une femme dure d'extrême droite, et elle est absolument fascinante. On l'a connue, on l'a vue aussi dans Le Monde magique de Jérôme Commandeur, dans La vengeance au triple galop d'Axel Lust. Et cette année, elle est au jury de la compétition internationale. Et donc, c'est un autre rôle. C'est elle, là, qui juge le travail des autres. Merci de réserver un triomphe à Karine Viard. Merci pour ce très chaleureux accueil. Hein. C'est rare, je peux vous le dire. C'est rare parce que tu es au cinéma et que tu n'entends pas les applaudissements dans la salle à la fin des films. Non, mais j'ai déjà fait des masterclass, mais un tel engouement, ça fait vraiment plaisir. Et je vous jure, c'est rare, vraiment. Merci. Karine, Laurence vient de le rappeler, tu es membre du jury ici. Tu aimes participer à des festivals, puis tu aimes bien participer à des jurys. Pourquoi ça ? Déjà, j'aime bien noter les autres. Non, c'est pas vrai. J'aime bien parce que, en fait, d'abord, c'est une espèce de parenthèse enchantée, peut-être que vous partagez avec moi, c'est-à-dire sur un temps donné, il t'est proposé de voir beaucoup de films, c'est quand même mon métier, donc moi, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la série. Et ça me permet de découvrir des choses auxquelles je n'aurais pas eu accès en dehors de ça. Donc ça alimente ma curiosité. Et puis, c'est toujours l'occasion de faire des rencontres. On est quand même très gâtés en festival, on est invités, on est choyés. C'est l'occasion pour moi de faire cette masterclass que j'aime bien, de rencontrer des gens dans un contexte un peu plus cool que dans l'exercice simple de mon métier. Donc quand j'ai le temps, quand je peux, j'aime bien, franchement. Tu dis j'aime bien le cinéma, j'aime bien la série. Qu'est-ce que tu aimes dans la série ? Quel genre de série, toi, tu regardes ? Moi, dernièrement, j'ai vu Adolescence, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur Netflix ? Là, franchement, des plans séquences d'1 heure, des acteurs incroyables, un climat de tension, etc. Ça j'adore. J'adore aussi, par exemple, The White Lotus. Vous avez vu ça ? Ah, c'est narquois, c'est méchant, c'est moqueur, c'est vraiment une critique du couple, de la famille, des rapports sociaux, tout ça, j'adore ça. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand c'est trop gentil, quand c'est cucu, quand il faut être gentil les uns avec les autres. Non, mais c'est pas gentil de dire ça, tout ça. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux dire que j'aime la gentillesse, mais je pense que... J'étais à Bruxelles le week-end dernier et j'ai vu une casquette, je regrette encore de ne pas l'avoir achetée. Il y avait marqué « Les femmes qui se comportent bien ne font pas l'histoire ». Et je me suis dit « Mais c'est hyper bien en fait ». Parce que quand tu te comportes trop bien, tu ne fais pas l'histoire. En fait, pour marquer un peu, pour avoir de l'impact, pas seulement dans mon métier, mais
partout dans la vie, il faut parfois oser dire des choses qui ne se disent pas. Il faut parfois oser être un tout petit peu impoli, être un tout petit peu pas gentil, être un tout petit peu pas correct. Donc moi, c'est ça que j'aime dans le cinéma et dans les séries, c'est quand c'est un petit peu incorrect. Parce que sinon, ça me perd. Est-ce que la série maintenant est devenue presque incontournable pour un acteur, une actrice? Est-ce qu'il faut tourner des séries? On se souvient d'une époque où c'était tout le contraire. Quand on était acteur de cinéma, il ne fallait surtout pas aller à la télévision. Est-ce que maintenant, au contraire, il y a une espèce de presque d'obligation? Les acteurs de cinéma se prostituent pour tourner à la télé maintenant. Non, mais c'est vrai. Parce qu'avant, la télé, nous, les acteurs de cinéma, on regardait ça de façon un petit peu condescendante. Mais en réalité, maintenant, c'est l'inverse. Ils nous font mordre la poussière. Évidemment, c'est incontournable. Évidemment, parce que ce qui fait le cinéma, c'est la télé aujourd'hui. C'est-à-dire que les films existent grâce à la télé. Donc, c'est la télé qui commence à décider des choses. En plus, à la télé, il se passe de plus en plus de choses vraiment intéressantes. Les scénarios sont de plus en plus fouillés, etc. Donc, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'an passé, tu étais présente pour présenter Dans l'ombre de Pierre Scholler. Je propose qu'on regarde un extrait avant d'en parler. D'accord. What else? Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte. Je veux qu'on parle de la seule chose qui compte vraiment. C'est-à-dire? Tu le sais très bien. Les investitures. C'est-à-dire? Tu le sais très bien. Les investitures. Pour les législatives. Oui, mais ça, c'est l'affaire de nos collaborateurs. Ça, c'est l'affaire de nos patrons. Ne te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Et ne recommence pas avec ça. Hein. Décaler les investitures. Tu réalises que c'est un casus belli, tu le sais très bien. Je ne vais pas te laisser le volant et les clés du camion. Et tu le sais très bien. Tu fais une grossière erreur. On se casse. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce personnage de Marie-France? Elle porte bien son nom. Marie-France Trémaux. Donc c'est la première série que j'ai acceptée. C'était la première fois que je tournais une série. Déjà le réalisateur Pierre Scholler, déjà c'est quand même un gars qui m'intéresse. Et c'était vraiment une série très masculine, écrite essentiellement par des hommes, tournée par 2 hommes, avec beaucoup de rôles d'hommes. Et t'as 2-3 potiches égrenées là-dedans, des filles. Et je me suis dit, ça m'intéresse de récupérer ce rôle-là pour essayer de leur mettre la dragée un peu haute. Ce qui fait qu'à partir de là, Pierre Scholler, au premier rendez-vous, donc, me propose ça. Je lui dis, oui. Il m'a fait lire les 3 premiers épisodes. Donc, dans le premier, je suis un peu là. Dans le deuxième, je suis un peu là. Dans le troisième, je ne suis pas là. Donc, je lui dis... J'aimerais beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant, que c'est bien écrit, mais il va falloir par contre vraiment me donner à manger. Et parce que sinon je ne viens pas. Donc il me l'a promis et c'est ce qui s'est passé. J'apparais beaucoup dans le 4, le 5 et le 6. Et en plus, il voulait me faire jouer une femme politique donc de droite, bien la droite de la droite, vraiment la jumelle d'Éric Ciotti. Et avec des cheveux. Voilà, avec des cheveux. Et il voulait un peu que je sois un peu low profile comme ça, que je sois un peu à la Marie-France Tirebois. Je lui dis non, pas du tout. Moi, je vais être en cuir, en bottes, en daim, avec des grands trucs. En fait, j'ai voulu créer un personnage qui n'existe pas, mais qui est parfaitement vraisemblable. Et c'est ça qui m'intéressait. Et je voulais que ce soit quelqu'un qui ait une féminité très affirmée, qui soit un peu agressif comme ça, qui tienne la dragée haute. Parce que j'ai l'impression que les femmes en politique, on se souvient il n'y a pas si longtemps d'une fille, comment elle s'appelle, cette fille de gauche, bref, qui après s'est occupée du logement. Bref, elle avait eu l'audace de mettre une robe portefeuille et tout le monde l'avait sifflé à l'Assemblée, ce qui, moi, m'a révulsée. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, je voudrais jouer une femme politique, donc de mon âge, de ma génération, mais qui ne s'excuse pas du tout de sa féminité et qui, au contraire, impose une féminité assez agressive. Et qui, par ailleurs, ne s'excuse pas, comme souvent les femmes politiques, d'être à la place qu'elles ont. Donc tout ce petit challenge-là m'a donné envie. T'aimes bien pousser les personnages un peu dans leur retranchement, en tout cas de dire aux réalisateurs, aux auteurs,
n'ayez pas peur de pousser le potard. Ce que tu avais fait, je crois, sur Jalouse. En tout cas, j'ai revu une interview de toi où tu disais que tu as dit aux frères Fuenquinos, moi, elle est très bien comme elle est, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Bah, oui, parce que... Ça, c'est pas mal comme question, parce que, en fait, quand tu as un scénario, tu peux jouer ce qu'il y a écrit. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de jouer toujours un tout petit peu à côté. Et je trouve que dans la vie, on est envahi de personnes qui peuvent être convenues, conventionnelles, qui pensent comme on imagine qu'elles vont penser, mais que les gens qui nous intéressent sont toujours ceux qui nous surprennent un peu. Et j'ai la même appétence dans les films pour les personnages qui à la fois suivent ce qu'on attend d'eux dans l'histoire, mais qui proposent toujours un petit pas de côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu vas être avec quelqu'un de généreux, et puis un jour, il va être super radin dans une certaine situation. Bon, bah ça m'intéresse. Je me dis, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, cette personne évidemment généreuse devient radin ? Et ça, c'est ce qui suscite chez moi une vraie curiosité. Donc, j'ai le même réflexe avec mes rôles. J'aime bien quand la personne est odieuse, que tu la détestes, me dire, mais à quel moment je pourrais faire que quelqu'un se dise « Ah, elle est quand même sympa ». Et à l'inverse, quand tu as un personnage qui est tellement gentil, une mère courage, oh là là, la pauvre, à un moment donné, mettre un truc vache où tu dis « Oh, bah, elle n'est pas si gentille que ça, en fait ». J'aime bien ça. On va revenir aux origines de ton envie. Aux origines de ton envie d'être comédienne en regardant un extrait qui, je pense, va évoquer des souvenirs. C'est un extrait de Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy. Ah. Non. Pourquoi te caches-tu? Non. Tu as peur que je te regarde? Dans un pays où tout le monde serait bâti comme toi. Moi, on me jetterait des pierres. J'ai toujours été laid. J'ai toujours fait peur. Ça m'était égal. Mais pour faire peur à vous, ça me fait de la peine. Pour moi? Tu vois, avec ça, elle est presque jolie, ma robe de pendu. Hein? Et mon pied ne me fait plus mal. Le juge avait raison. Je peux encore danser. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, enfant, tu découvres ce film, je suppose, à la télévision, car le film date de 1956 et tu n'étais pas né du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est assez marrant, c'est qu'il m'a pas été donné de revoir ce film et que ce que je me disais en le regardant, c'est que je me disais, mais c'est incroyable, comme enfant, j'étais déjà tellement... moi, en fait. C'est-à-dire que quand je regarde ce film, j'ai à peu près 9-10 ans, je suis avec mes grands-parents, et j'ai l'impression que ce film a déterminé toute mon existence. C'est vraiment hyper fort, très intense. Mais parce que je regarde ce film, et alors que j'étais habituée à regarder avec les films de Jean Marais, les films de KPDP, tous ces trucs de vieux, tout ça. Et là, je vois un film qui me torpille parce que je m'identifie complètement à Quasimodo. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir qu'à 9-10 ans, normalement, j'aurais dû fantasmer sur Gina Lollobrigida, vouloir chanter comme elle, être pieds nus, tout ça. Et que moi, j'étais fascinée par Quasimodo parce qu'il m'a provoqué une telle émotion. J'étais en larmes, je me souviens, je me disais, mais c'est dégueulasse, il est tellement bon à l'intérieur et comme il est laid extérieurement, tout ça. Et je me suis complètement identifiée. Et à partir du moment où j'ai vu ce film, je me suis dit, je veux faire comme lui. Je veux un jour faire un métier qui fait que je provoque à la petite fille que je suis des émotions aussi fortes. Et alors, rétrospectivement, je me suis dit, comme ça a vraiment fait complètement basculer mon existence, je me dis, mais je pense que ça se passe à deux niveaux, c'est-à-dire que je pense qu'ayant été
abandonnée par mes parents, j'ai dû me sentir monstrueuse, gentille à l'intérieur, mais quand même monstrueuse, rejetée, tout ça. Donc j'ai dû comprendre très intimement ce que vivait Anthony Quinn. Et que aussi à un autre endroit, je pense que j'étais une petite fille hypersensible avec beaucoup d'émotions, mais que mes émotions mettaient très mal à l'aise les adultes autour de moi. Dès que j'exprimais des émotions, en fait, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Mais pourquoi mes parents m'ont abandonnée ? Tiens, viens prendre un goûter. Donc, en fait, j'avais internalisé que dès que j'exprimais une émotion, c'était sujet à malaise et tout ça. Donc, je pense que j'osais plus trop exprimer ça. Donc, à la fois, je devais m'identifier comme un peu monstrueuse et qu'en même temps, il m'a provoqué tellement d'émotions. J'ai dû me dire, en faisant ça, je pourrais exprimer toutes mes émotions, en fait. Et finalement, en regardant cet extrait que j'avais jamais revu, je me dis, mais c'est dingue, parce que je le regarde aujourd'hui avec ces yeux-là, et vraiment, Gina Lollobrigida, je la trouve super tartignole, alors que lui, il y a quelque chose chez lui que je trouve complètement fascinant, que j'adore. Et je me dis, mais c'est dingue, j'étais tellement moi-même déjà enfant. Mais c'est assez fou parce que ce que j'ai lu, enfin, les acteurs qui t'intéressaient, c'était Anthony Quinn, c'était Spencer Tracy. Est-ce qu'il y avait des espèces de rôle modèles d'actrices ou pas ? Pas tellement, parce que je trouvais que les hommes, en tout cas la génération où je regardais les films, je trouvais que les hommes avaient tout le temps plein de rôles. Ils pouvaient jouer les flics, les voyous, les bons pères de famille, les saloperies. Ils avaient tout un panel. Alors que quand tu étais une femme, soit tu étais belle et vraiment toujours fragile, éthérée, oh mon Dieu, et tout le monde te désirait, soit tu étais marrante, mais dans ces cas-là, tu étais vieille et moche. Et je trouvais que c'était pour les femmes enfin, je veux dire, Lino Ventura, c'était pas non plus la plus grande des beautés. Bon, Lino Ventura, toutes les femmes pouvaient le désirer, et il pouvait être juge d'instruction, alors que c'était beaucoup plus codifié pour les femmes. Donc moi, j'avais envie d'être un acteur, pas tellement une actrice. Et il y avait une actrice que j'aimais beaucoup qui s'appelait Katharine Hepburn, parce que je trouvais que dans l'industrie d'Hollywood, elle était avec des pantalons. On avait l'impression qu'elle en avait un peu rien à foutre. Et qu'elle pouvait être très belle, je trouvais, mais qu'elle ne jouait pas sur sa beauté et qu'elle pouvait être extrêmement drôle ou extrêmement plus sombre, quoi. Et voilà, c'était elle qui pouvait éventuellement, comme femme, m'inspirer. Et j'aimais beaucoup Simone Signoret aussi, mais je voyais chez elle quelque chose qui se détruit, qui s'aime pas, et je le captais très fort, ça. Et du coup, je pouvais pas m'identifier à ça. Ça devient une obsession d'être actrice, parce que quand même, enfin, tu rentres au conservatoire tôt, enfin, à 17 ans, tu te retrouves à Paris avec la volonté de travailler. Enfin, c'est devenu obsessif. C'était mon destin. C'était mon destin. Moi, je voulais faire que ça. C'était mon destin. Et est-ce que, dans ce que tu as fait, parce que tu as connu cette année de galère, qui sont peut-être 7 ans de réflexion, durant lesquels tu as fait plein de petits boulots. Et c'est marrant parce que tu as été vendeuse aux Galeries Lafayette, mais tu as été vendeuse dans Rien du tout de Cédric Clapiche. Tu as fait je sais pas, j'ai lu que tu as fait du télémarketing politique. Donc je me dis pour que le RPR. Peut-être que ça t'avait servi pour ce personnage. Je n'avais vraiment rien à foutre. J'aurais pu le faire pour n'importe qui, quoi. Peut-être que ça t'a servi pour ce personnage de femme politique, va savoir. Non, je crois pas. Mais est-ce que les petites choses comme ça que tu as pu faire, tu t'es aperçu plus tard que ça faisait partie de la formation d'actrice ? Moins sûr que tout à l'heure. Quelle question pourrie. Non. Je crois pas. Je crois que ces 7 années de galère, et c'est pas très long, hein. Franchement, moi, j'ai des copains qui ont passé beaucoup plus de temps comme ça, à galérer. Mais non, je pense que ça forge ta personnalité, ça forge ta confiance en toi, ça forge ton indignation, ta colère, ta détermination, ça aiguise ton intelligence, ton regard sur les choses, parce que moi j'avais déjà un sens aigu des rapports de classe, étant moi plutôt d'une classe assez basse,
Ces 7 années m'ont aussi permis de voir un certain nombre de choses. Je dirais que ça a plutôt construit ma personnalité, plus que... Et après, de cette personnalité découle l'actrice que je suis, mais en réalité, je pense que ça a plus forgé l'individu que je suis. De ne pas vouloir être snob, de ne pas vouloir être comme tous ceux que j'ai vus, de respecter la personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente, pas pour le fric qu'elle gagne, pas pour... d'être... Non, ça m'a pas aidé ces petits boulots pour l'actrice, mais ça m'a aidé pour la personne et pour la détermination qui était la mienne. Tu as jamais douté? Parce que tu as raconté, j'ai vu un extrait d'une interview où tu racontais que même les mauvais réalisateurs ne voulaient pas de toi et que tu disais mais vraiment là c'est la fin du fin. Déjà, moi personne ne me soutenait, c'est-à-dire que personne n'y croyait dans ma famille. Tout le monde disait qu'est-ce que c'est que cette lubie, n'importe quoi, votre actrice. Et donc je me suis toujours débrouillée toute seule avec ça. Et il n'y avait que moi qui y croyais. Donc j'avais intérêt à y croire pour tout le monde. D'ailleurs, ma sœur m'a dit il n'y a pas trop longtemps, on a quand même tous dans la famille été très admiratifs parce que personne n'y croyait. Ce qui est vrai. Et attends, qu'est-ce que tu m'as dit? L'interview où je disais... Même les mauvais réalisateurs ne voulaient pas de toi. Et le truc, c'est que je rencontrais des mauvais réalisateurs. Mais un mauvais réalisateur, c'est celui qui dit quel est ton signe astrologique? Ok, Verseau. Montre-moi les lignes de la main. Intéressant. À bientôt. Ben là, tu fais oh, les gars, quand même, j'ai fait des cours, j'économise pour pouvoir. Donc, c'était des réalisateurs nazes pour des trucs de télé pourris. Et je me disais, même ces gens-là ne me prennent pas. Et puis un jour, j'ai fait un casting avec Étienne Châtilliez pour Tati Daniel. Et en fait, je le rencontre et il me dit tu corresponds pas du tout au rôle, pardon. On était au mois d'août. Il me dit tu corresponds pas du tout au rôle, pardon. Non, c'est pas du tout toi que je cherche. Je dis d'accord. Il me dit mais par contre comme tu as l'air très sympathique, parce que bon, je gardais cette personnalité. Il me dit comme tu as l'air très sympathique et qu'on est au mois d'août et qu'il y a aucun acteur qui est rentré de vacances et que je tourne beaucoup de pubs. Je vais quand même te faire passer des essais parce que comme ça, je t'aurai dans ma banque de données pour des pubs. Je dis, d'accord. Il me dit, je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire un peu le personnage? Alors il me dit, c'est une esthéticienne, une espèce d'archétype d'esthéticienne, tu vois, une caricature d'esthéticienne et tout. Voilà, mais bon, viens comme, tu vois, on s'en fiche. D'accord. Bon, moi, j'ai quand même été emprunter des pulls Annie Blatt à la mère de mes copines. Je me suis un peu déguisée, en fait. Et puis j'arrive au casting, et puis j'attends, et puis il passe devant moi 2-3 fois, puis à un moment donné, je l'entends dire c'est incroyable qu'elle soit en retard. Je me dis peut-être il parle de moi, je dis excusez-moi. Et donc il m'avait pas reconnue. Alors il me dit, je lui dis je sais pas, je me suis un peu déguisée comme. Il me dit très bien. Et en fait j'ai passé le rôle. Il était tout le temps de dos. Je me dis waouh, il doit trouver nul. Et il se retourne et il pleurait de rire. Et donc je l'ai eu. Et là, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, toutes ces années de galère où j'étais avec ces réalisateurs qui avaient des chaussettes de tennis dans leur mocassin à gland, là, peut-être que finalement, en fait, il fallait que je rencontre des gens qui soient à mon niveau. Et je trouve que c'est toujours vrai dans la vie. C'est-à-dire que des fois, tu peux t'époumoner à essayer de connecter avec des gens qui ne sont pas à ton niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus ou en dessous. Ça veut dire juste qu'ils ne sont pas à ton niveau. Et c'est beaucoup plus simple quand tu es avec des gens qui sont à ton niveau de... Je sais pas, c'est un niveau de connexion, en fait. Alors, juste avant qu'on te découvre sur grand écran dans Tati Daniel, on t'avait découvert sur petit écran dans un épisode de ce qu'on n'appelait pas une série à l'époque, mais un feuilleton et un chef-d'œuvre sûrement. Oui, n'ayons pas peur des mots. Voilà. C'est un épisode de l'inspecteur Maigret, le commissaire Maigret, pardon, l'auberge au noyer. Et on regarde un extrait qui nous a été prêté par Lina. Et si vous voulez voir l'intégralité de cet épisode, vous pourrez le découvrir sur Madeleine. Ne manquez pas, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Vous voyez, Madame Dorval, c'était la seule personne qui m'écoutait vraiment. Étant donné votre différence d'âge
Votre amitié est un peu surprenante. Vous la connaissiez déjà? Depuis notre installation ici, il y a 2 ans, on a tout de suite sympathisé. Et puis comme je suis seule toute la semaine... Oui, parce que mon mari est presque toujours en déplacement, alors... Avec elle, j'étais bien. Chef-d'œuvre absolu. Je suis hyper mauvaise, on ne croit à rien. On pense pas du tout que je vais avoir des gosses. On pense pas du tout que je suis mariée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ferme aucune de mes phrases. Mais ah bon, mais qu'est-ce que vous lui voulez? Mais qu'est-ce qu'il a? Ben non, justement. Non, c'est épouvantable, j'avais jamais revu. C'est épouvantable. Et à l'époque, tu l'as vu, et est-ce que tes grands-parents, parce que tu dis personne ne croyait en toi, et quand tu es quand même passé à la télévision, à l'époque, c'est quelque chose. Enfin, on est en 1989, c'est encore quelque chose de passer à la télévision. On n'est pas à l'époque où tout le monde y passe. Ça a changé quelque chose? Ça? Oui. Non, je crois pas du tout. En plus, non, non, ça n'a. Non, mais bon, comme de toute façon, mes grands-parents voient bien qu'ils n'arriveront pas à me retirer ça de la tête. Bon, voilà, ça passe, le truc avec Maigret. Elle passe à la télé. C'est bien, mais ils ont toujours l'idée que. Et puis en plus, j'ai des critiques sur mon physique, parce que là, j'ai quand même un visage assez ravissant, mais le corps, bonjour. Je suis toute comme ça, donc ma grand-mère me dit si t'étais pas si grosse. Bon, voilà, c'est une espèce de dénigrement physique qui était vraiment l'apanage dans ma famille, en tout cas. Donc, il y a toujours un truc à redire, en réalité. Donc, ça, c'était le petit écran. Le grand écran, lui, t'ouvre les bras d'abord avec Tati Daniel, et puis après, t'enchaînes pendant les années 90 avec tout un tas de films d'auteurs. T'es vraiment dans le cinéma qui compte dans les années 90, jusque dans La Haine, l'espace d'une toute petite scénette dans un vernissage d'exposition. Mais tu enchaînes donc Délicatessen, Max et Jérémy, Rien du tout, La Nage indienne qui te vaut une première nomination au César, La Séparation, Le Fils préféré, Les Randonneurs, là aussi nomination au César. Ça y est, tu te sens, c'est bon, tu y es, tu vis de ton métier, ça t'épanouit je suis vraiment... Au début, j'ai un peu flippé parce que je me suis dit, je vois bien que je ne corresponds pas à ce que les réalisateurs classiques attendent d'une actrice. C'est-à-dire qu'encore une fois, on était toujours sur ce même truc d'être un peu codifié. C'est la jolie, c'est la moche. C'est la mince, c'est la grosse, c'est la rousse, c'est la brune, sachant que la brune ne peut pas devenir rousse et la rousse ne peut pas devenir brune. C'était hyper comme ça, hyper codifié. Et je voyais bien que moi, j'étais très mouvante dans ces cases. C'était difficile de me mettre vraiment dans une case. Et du coup, la jeune génération de réalisateurs qui est arrivée avec Cédric Clapiche et d'autres, en fait, eux, Catherine Corsini, voilà, il commençait à y avoir des femmes réalisatrices qui arrivaient, ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai fait partie de ce mouvement-là, en fait. C'est-à-dire que j'ai pu être une fille symptomatique d'une époque qui voulait dire quelque chose pour eux. Mais c'était une forme de prise de liberté par rapport au code habituel de ce que devait être une actrice. Donc j'ai vraiment eu cette chance. Et du coup, à ce moment-là, moi, ce qui compte, c'est toujours ce que je gagne, en fait. Est-ce que je suis obligée de faire autre chose à côté? Est-ce que je vis de mon métier? Donc là, les années 90 me permettent de me dire, je vis de mon métier. Mais bon, tu vis de ton métier, on est intermittent du spectacle, donc est-ce que tu vas en vivre tout le temps? Il faut pouvoir en vivre tout le temps, de mieux en mieux, etc. Donc moi, je suis dans des... Comment dire? Dans des interrogations qui sont aussi très matérielles. Tu parlais de Catherine Corsini en 1999. Il va y avoir 2 films hyper importants pour toi. Le premier, parce que j'aimerais qu'on parle de l'autre juste après, le premier, c'est La Nouvelle Ève. Tu apparais sur l'affiche, nue en plus. Enfin, on voit rien, c'est surtout ton visage qui est en premier plan, mais c'est vraiment la tête d'affiche sur l'affiche. Et puis en plus, non seulement tu représentes une sorte
nouvelle forme de personnage au cinéma, mais aussi une femme qui est vraiment... Enfin, il y a une représentation d'une femme libre, sexuée, politisée, avec ses qualités et ses défauts. Enfin, c'est un personnage hyper complexe, le personnage de la Nouvelle Ève. Oui, alors justement, l'arrivée des femmes au cinéma fait que tu sors les personnages féminins d'un regard très masculin. C'est-à-dire que le regard qui est posé sur les femmes à ce moment-là par les hommes, pas tous, mais enfin la majorité des réalisateurs, c'est que tu dois être craquante, sexy, tellement fragile, tu as besoin d'un mec un peu héros qui va te sauver, qui va te dire mets ta tête sur mon épaule. Mais les femmes libres, puissantes, je veux dire, qui incarnent cette liberté, qui n'ont pas envie d'un rapport paternaliste aux hommes plus âgés, qui n'ont pas envie qu'on leur dise ce qu'elles doivent penser, ce qu'elles doivent faire, bah, c'est les réalisatrices qui amènent ces rôles-là, en fait. Et donc, Catherine Corsini me propose à ce moment-là le rôle d'une fille assez explosive, assez marrante, assez givrée, mais très, très libre. Et je m'en empare avec toute la, je sais pas comment dire, toute la joie, c'est génial pour moi parce que c'est vraiment comme quelqu'un qui a marché dans le désert et qui voit une oasis. Et donc je me suis jetée dans ce rôle avec tout ce que j'aimais moi dans la vie, de pouvoir être un peu rock, d'être libérée du regard masculin en fait sur un personnage féminin. Et ça c'est super. Et puis, la même année, Solveig Hansbach me propose un rôle que je n'ai jamais fait, qui est le rôle d'une femme enceinte de son premier enfant qui découvre qu'elle a un cancer. À l'époque, en 1999, ça semble très loin aujourd'hui, mais on ne parle pas du cancer. On n'en parle pas, t'es pestiféré quand t'as le cancer. On pense forcément que tu vas en mourir et on te cache. Et quand t'as le cancer, t'en as plutôt honte. Et quand les gens te croisent, ils disent « la pauvre, ses jours sont comptés ». Et là, c'est l'histoire de Solveig. Elle a écrit une première version de ce scénario en chambre stérile, donc c'est assez fort. Et voilà, c'est l'histoire d'un personnage qui sent grandir en elle-même, à l'intérieur de son corps, la vie et la mort en même temps. Et les cancers chez les jeunes, on en parlait encore moins. Et ce film a été très important, d'abord parce que il a fait le tour des colloques de médecine encore aujourd'hui pour expliquer comment s'adresser aux malades, ce qui se passe en eux, qu'est-ce qui est important de considérer quand tu es oncologue. Parce que, et donc c'est son histoire vraie, en fait elle rencontre un premier oncologue qui lui dit enceinte, en fait les hormones flambent, donc il faut que vous avortiez déjà de votre bébé, et après on vous soigne. Et elle préfère mourir que d'avorter de son bébé. Et elle rencontre un autre oncologue qui se dit « Ok, psychologiquement, on a une femme jeune qui se battra davantage si on lui permet de garder son bébé. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de mener la grossesse le plus loin possible pour qu'elle s'accroche, pour qu'elle lutte et pour qu'on ait une chance de vaincre ce cancer. » Donc c'est toute l'histoire de ce combat. C'est un film hyper réaliste et qui a été très fort pour moi aussi. D'abord parce que jusque-là, j'avais toujours joué plutôt des rôles de rigolote. Et que là, elle me proposait un rôle franchement dramatique. Elle m'a dit, je te le propose à toi parce que tu es tellement pleine de vitalité que je veux pas qu'on soit dans un truc très, très triste et très glauque. Je veux au contraire que ce soit un personnage plein de vie qui serve ce truc-là. Donc, on a fait ce film-là et c'était vraiment une très grosse expérience. C'était génial d'abord parce que je me suis aussi découverte comme actrice capable de faire ça, ce dont je n'étais pas persuadée non plus. Et en plus, il m'a été donné de tourner ce film-là dans ce contexte à l'hôpital, avec des gens vraiment malades, qui faisaient de la figuration, qui étaient là. Et merci beaucoup, j'ai jamais eu de cancer. On cherchera du bon. Voilà. Mais j'ai quand même approché des gens qui avaient ça et ça m'a quand même impacté pour toute ma vie, en fait, de pouvoir mesurer la chance d'être en bonne santé, de pouvoir mesurer sa chance de plein de trucs. Et je dirais que les films, moi, globalement, m'impactent par l'expérience humaine qu'ils me proposent. C'est pas tant le rôle en lui-même
le rôle existe, mais ce qui existe plus que tout pour moi, c'est l'aventure humaine. Ouais. C'est pour ça que quand ça se passe pas bien, je vis ça de façon très difficile, profondément en fait. J'ai choisi un extrait de Haut les cœurs qu'on va regarder, qui est un extrait particulièrement fort, je trouve, parce que peu de fois, un acteur se retrouve dans la situation d'avoir à jouer une scène dont il sait, c'est sûr, qu'il ne pourra pas la rejouer. Et puis là, en plus, il y a quelque chose de très impactant physiquement. Oui, oui. On regarde. Qu'est-ce que je vous fais? Vous rasez tout. Ça serait dommage. Vous préférez pas plutôt... Non. Mais j'aimerais autant pas me voir. Bon. Vous êtes sûr? Oui. C'est parti. Je pensais quoi là? Parce que on se dit en te voyant, parce qu'elle est tellement là, et en même temps, toi, la femme que tu es, on est en train de te raser la tête et tu sais pas à quoi ça va ressembler, et tu sais pas comment le film va continuer. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est le personnage prend le dessus ou pas? Le truc, c'est que c'est un peu impressionnant, mais en réalité, c'est pas du tout difficile à jouer puisque j'ai rien à faire. C'est-à-dire, des fois, tu peux vraiment te casser les dents sur une scène où tout le monde se dit... Par exemple, je vous donne un exemple. Hyper dur à jouer, la surprise. T'ouvres une porte, ah, c'est toi? Bon, quand tu l'as fait 40 fois, ah, c'est toi. C'est horriblement difficile à jouer, ça, par exemple. Et personne ne le sait. Là, tu es là, tu te lèves le matin, tu fais ce soir, je rentre à la maison, j'ai la boule à zéro. T'as pas tellement envie de le faire, mais t'as aussi envie de le faire parce que j'ai accepté le rôle et je sais ce que ça implique. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'elle a une truc? J'ai dit, les gars, si je le fais, je le fais. À un moment donné, c'est aussi ça l'expérience de ce film-là, c'est que. En plus, je croisais des gens dans la rue, ils se disaient, oh la pauvre, elle a un cancer, elle n'a plus de cheveux. Bon, donc au fond, tout était alimenté. Ah, merci. Tout était alimenté par cette scène-là, donc. En réalité, c'est facile. Et puis après, c'est vrai que voilà, t'es dans le siège, tu te dis, elle vit cette expérience-là que je vis en même temps, parce que je sais que derrière, j'en ai pour 1 an d'avoir des cheveux. Bon, mais je sais pas, j'aime assez en fait l'extrait que j'ai vu, que j'avais pas revu depuis un petit moment, mais j'aime assez parce qu'il y a quelque chose d'assez digne en fait. Il y a quelque chose de là. Ce serait peut-être facile de chialer, d'être là. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez droit et je trouve que c'est ça qui fonctionne. Mais du coup, j'allais dans ce mouvement-là en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont à la lecture d'un scénario, sont rédhibitoires et tu dis non, ça, je ne le ferai pas? Tu veux dire quoi? Je ne sais pas. Bon, par exemple, l'idée de te raser la tête, ça aurait pu être un truc où tu disais non, ça, je ne le ferai pas. Bon, je ne te dis pas la nudité. Bon, le truc que je ne ferai pas, c'est prendre 35 kilos. Ah non, ça, je ne le ferai pas. Mais même 10 kilos, je ne le ferai pas. Je rame à fond pour arriver à maintenir un poids, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, je ne veux pas le faire. Déjà, je suis toute la journée à me dire attention, en vieillissant, en plus tu rames encore plus. Donc, je ne prendrai pas 15 kilos parce qu'un réalisateur me dit ce serait bien qu'elle soit. Donc, ça, non, je préfère refuser le rôle. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Sinon, le reste, non. Qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable qu'un réalisateur t'ait demandé de faire pour un personnage?
Les frères Larieux, de m'asseoir sans culotte sur le visage de Mathieu Amalric. C'est très spontané, vous avez vu. C'était affreux. Heureusement, c'était avec Mathieu et je m'asseyais là, en fait. Mais bon, faut quand même le faire. Hein. Salut, ça va Mathieu? Ouais, bien dormi? Paf. Et ça, des fois, tu te réveilles le matin, tu fais oh là là, j'ai hâte d'être ce soir. C'est atroce. Tu as retourné après avec Solveig, Lulu Femme Nue. Tu as souvent retourné avec des réalisateurs. Est-ce que, non, je sais pas, enfin, il y a eu Christian Vincent, il y a eu les frères Fuenquinos, Michel Blanc, les Larieux, avec cette fabuleuse Paty, et Clapiche 3 fois. C'est bien de retrouver des réalisateurs, d'avoir une certaine fidélité. Ah, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, mais il faut que ce soit pour une bonne raison. C'est-à-dire que, comme en amitié, moi, je n'ai pas une fidélité. Enfin, je veux dire, j'aime pas la fidélité pour la fidélité. J'aime la fidélité quand elle te prouve que ça continue de rester vivant. C'est-à-dire que je suis pas amie avec des gens par fidélité. Je me réjouis de savoir que j'ai des amis depuis plus de 30 ans et qu'on a encore tellement de choses à se dire et que notre relation est encore tellement vivante. Et donc, ça devient de la fidélité parce que ça fait 30 ans et que tu as passé un certain nombre d'épreuves qui font que tu peux tout te dire, que tu te fais absolument confiance et que tu te tiendras la main jusqu'au bout, ou a priori. Donc, j'ai la même satisfaction avec des réalisateurs ou des réalisatrices avec qui je peux tourner plusieurs fois. Mais voilà, j'ai jamais un rapport de fidélité qui fait qu'on a un rapport exclusif et que si les frères Larieux ou je sais pas qui avec qui j'ai tourné plusieurs fois préfèrent proposer le rôle à une fille de ma génération avec lesquelles je suis souvent sur les mêmes trucs, bah c'est bien en fait. La liberté de désir, elle doit être réciproque. Donc oui, j'aime bien, mais c'est pas une fin en soi. Pour Au Laker, tu as donc reçu le César de la meilleure actrice, comme le rappelait Laurence. D'abord, enfin, tu semblais, j'ai revu les images, tu ressemblais vraiment très heureuse de le recevoir, où tu remerciais Catherine Corsigné et sa nouvelle élève au passage. Qu'est-ce que ça a changé et est-ce que les prix, ça représente vraiment quelque chose pour toi? En rappelant que tu as aussi eu 2 Césars de la meilleure actrice dans un second rôle, on va y venir. Alors, le César de la meilleure actrice, c'est vraiment quelque chose parce que j'ai le sentiment d'être validée, reconnue par mes pairs et ça a vraiment beaucoup d'importance à ce moment-là. En plus, le vertige, quand je reçois ce César, que je suis là, très bien habillée, je me revois chez mes grands-parents, allongés sur le canapé, mon grand-père à gauche, ma grand-mère à droite, en train de regarder la soirée des Césars. Moi, petite fille qui me dit « Oh là là, c'est le truc du cinéma ». Moi, je suis déjà en train de fantasmer là-dessus. Eux, c'est juste pour voir les robes, juste pour voir Catherine Deneuve, tout ça. Et d'un seul coup, je me retrouve là et je reçois ce prix de meilleure actrice et c'est vertigineux. Donc ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose à la fois qui me bouleverse, qui me rend très très fière, qui me fait très très peur que ça me soit retiré. Et en même temps, c'est une validation de mes pairs. Et j'ai le souvenir que je suis aussi heureuse que j'ai peur, en fait. Parce que je me dis, mais tout ça peut m'être retiré, en fait. Peut-être les gens peuvent se dire, mais pourquoi lui donner un prix à elle? On ne devrait pas, en fait. Je ne sais pas, je me souviens avoir eu un double mouvement. Mais du coup, je ne m'arrête pas non plus sur les prix. D'abord parce qu'il y a plein de prix qui sont injustes. Que je trouve que dans la vie, tes succès te donnent toujours raison et tes échecs tort, alors que la vérité est souvent au milieu. Et que c'est plutôt comme ça que je regarde les choses. Je profite vraiment des cadeaux qui me sont faits, en me disant merci beaucoup, vraiment merci. Mais ce qui compte pour moi, c'est, comme actrice, c'est pas tant de regarder mes Césars, de me regarder être actrice. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on me fasse des propositions terriblement excitantes.
et que moi, j'aimerais bien pouvoir être actrice jusqu'à la fin, parce que j'adore mon métier, et que ce que je souhaite plus que les prix, c'est des propositions inspirantes pour moi-même. Alors, il y a une proposition qui, de toute évidence, t'a inspiré et qui t'a valu un César de la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Les Chatouilles. On regarde. Voilà. Odette. Tu es sûre? Mano, Vas-y, laisse tomber. J'aurais jamais dû vous le dire. on te croit, Bien sûr Odette. qu'on te croit. On peut quand même parler, non? Mais on te croit. Mais bon, comme il a toujours été très proche de toi, peut-être que toi, tu... Mais bon quoi? Bon quoi? Quoi? Peut-être que quoi? Peut-être que quoi? Vas-y, va au bout de ton idée, parce que là, vas-y, exprime-toi là, dis-moi ce que tu penses. Vas-y. Comme tu étais petite, peut-être Ouais. que tu as interprété ces gestes. Alors, j'ai interprété, mais tu te fous de moi, quoi? Tu crois que je mens? Est-ce que j'ai dit que tu mentais? Mais tu insinues que je mens. Je ne mens pas, maman, ok? Est-ce qu'on peut parler avec toi? On peut pas Tu parler. lui donnes cette Parce que t'es en train de m'accuser de mentir, là. T'es en train de m'accuser de mentir. Je ne dis pas que tu mens, mais je dis que ce sont des accusations très graves. Je sais que c'est grave. J'invente pas, d'accord, je sais que c'est grave. C'est ce qu'il a fait. On est d'accord. En choisissant de montrer un extrait de Haut les cœurs et en choisissant de montrer un extrait des Chatouilles, je me suis dit qu'en fait, tu t'étais retrouvé dans la situation de jouer deux personnes existantes. La première, c'était Solveig. La deuxième, c'est la maman d'Andrea Bescon. Et en plus, face à elle, est-ce qu'il y a un sentiment de responsabilité, un trac particulier à jouer quelqu'un qui a existé? Ou qui existe? Deuxième, très bonne question. En fait, parfois tu peux jouer par exemple, j'ai joué un personnage existant aussi pour un film pour la télé une femme qui s'appelait Yann Pia, qui a été une femme politique qui a fini assassinée parce qu'on peut imaginer qu'elle allait avoir la mairie de hier. Pour moi, il y a plus d'enjeux à jouer quelqu'un ayant existé qui est clairement identifié. Ou par exemple, je joue Madame de Sévigné ou un truc comme ça. Parce qu'alors, il y a une énergie, un physique, un souvenir des gens. Les gens l'ont figé à un certain endroit. J'ai toujours beaucoup d'admiration. Par exemple, je me souviens qui avait joué Hollande et Sarkozy, avec Jean Dujardin qui jouait Sarkozy. Il était fabuleux. Il était fabuleux. Ce qu'il proposait était fabuleux parce qu'on voyait Sarkozy, en même temps on voyait Jean Dujardin proposant quelque chose de Sarkozy. C'était assez fabuleux. Donc ça, moi, ça me mettrait beaucoup la pression. Mais jouer quelqu'un qui existe pour de vrai, mais que personne n'a identifié, alors du coup, je me sens très libre. Après, je jouais la mère d'Andrea, donc qui joue dans le film, et qui est la réalisatrice, et qui co-réalisait avec son ex-mari. Et en fait, elle ne voulait pas me diriger. C'est-à-dire, les deux, ils dirigeaient les acteurs, mais ils se les partageaient un peu, et elle a dit, je ne peux pas diriger Karine. Parce que c'était trop fort, en fait, pour elle. Et du coup, c'est Éric Métayer, son ex, qui me dirigeait. Et elle, il paraît qu'elle était derrière le combo, qu'elle faisait oh, elle était comme ça, elle était comme ça, elle était vraiment très... Et c'est un personnage d'une violence, d'une brutalité, waouh. Ouais, très costaud. On en est où là? On n'en est pas loin. On n'en est pas loin de donner le micro aux spectateurs. On a un dernier extrait à regarder qui est assez important, je pense, par rapport peut-être à la suite de ta carrière. Juste, tu as eu le César deux fois le César du meilleur second rôle, ce qui prouve bien que non seulement on n'arrive pas à te caser dans un genre, puisque tu passes aussi bien de la comédie au drame et toutes les variations entre les deux, que du premier au second rôle. Donc pour toi, il n'y a pas de mauvais rôle, il n'y a que des bons rôles ou de bons personnages. Je préfère les premiers rôles, hein. Je ne vais pas non plus... Je préfère évidemment les premiers rôles, je préfère être là tout le temps. Oui, c'est vrai, franchement. Mais il y a des seconds rôles qui sont vachement bien. Il y a des seconds rôles qui ne pourraient pas être premiers rôles, parce qu'ils te saouleraient au bout d'un moment. Parce qu'il y a des seconds rôles... La boulangère qui peuvent de Paris. Voilà, il y a des rôles qui peuvent être hyper caractérisés, qui peuvent être vraiment très amusants à jouer, mais qui ne pourraient pas tenir le lead comme ça. Donc dans ces cas-là, j'hésite pas à accepter ces rôles-là parce qu'ils m'amusent, parce que c'est une partition très caractérisée, donc c'est très amusant. Mais je préfère quand même les premiers rôles, vraiment. Tu tournes beaucoup.
Et c'est pas un reproche, hein. Moi j'en suis très très heureux. Mais tu tournes beaucoup. J'ai regardé ne serait-ce que sur cette décennie. En 2021, on t'a vu dans 3 films, ce qui ne veut pas dire que tu les as tournés les 3 en 2021, mais en 2022 dans 3, en 2023 dans 5 films. Voilà, tu tournes beaucoup. Est-ce que t'as besoin d'être sur un plateau? T'as besoin d'être devant une caméra? T'as besoin de faire ton métier? Alors, déjà, moi, j'ai besoin de gagner de l'argent. On en est tous là. Non, mais appelons un chat un chat. Moi, j'ai pas du tout de fortune de famille. J'ai à charge mes 2 filles jeunes adultes, mais enfin, je leur paye des apparts, je leur paye des études, je leur paye des trucs. Et tout ça, c'est ma pomme. J'ai pas des goûts de luxe, mais enfin, au fur et à mesure, je me suis installée dans une vie assez confortable. J'ai des emprunts sur une maison que j'ai achetée en Espagne. Enfin, je veux dire, j'adore ma vie, mais il faut quand même que je travaille. Donc déjà, il y a cette chose très concrète. Je dois gagner ma vie. Je pourrais éventuellement considérer que je dois réduire mon niveau de vie et si je suis obligée de le faire, je le ferai. Bon, voilà, comme tout le monde, en fait, je m'adapte. Mais moi, ça ne me tombe pas du ciel comme ça. Donc déjà, je dois gagner ma vie. Mais si je n'étais pas obligée de gagner ma vie, je pourrais très bien rester quelques petites années sans travailler, par exemple. Parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi par ailleurs. J'ai un travail psychologique à faire, je m'intéresse, j'ai des livres que je voudrais lire, j'adore être en vacances. On a vu. J'adore, j'aime bien faire de la danse, donc je ferai des stages de danse, j'irai toute la journée. Peut-être que je ferai des trucs de zen, je ne sais pas, j'apprendrai quelque chose que je ne connais pas. Donc moi, mon temps est très très bien rempli. Mais par contre, j'ai besoin de faire mon métier. J'ai pas besoin de le faire comme une cinglée, comme les gens pensent que je le fais, c'est-à-dire que je cours après le travail parce que je peux pas m'arrêter. C'est pas vrai. Mais j'ai besoin de le faire parce que ça me permet de purger trop d'émotions, trop de sensibilité, trop d'intensité. Et je pense que quand je travaille, je suis une meilleure compagne que quand je travaille pas. Parce que quand je travaille pas, je te prends la tête, c'est atroce. Je suis trop intense, je suis trop passionnée, j'ai trop d'énergie. Donc mon travail me permet mon travail me permet d'évacuer les émotions, me permet d'évacuer beaucoup de choses. Et du coup, je suis plus équilibrée quand je travaille, je pense. Sinon, je suis un peu... border, c'est pas tout à fait le mot, mais je suis un peu trop intense. On va regarder. Là, il va falloir que je travaille dans pas longtemps. si vous voyez ce que je veux dire. Ça va me faire du bien. On va regarder un dernier extrait pour une dernière question avant de donner la parole aux spectateurs. C'est un extrait d'un film que je trouve vraiment lumineux, et même s'il se passe beaucoup la nuit, et qui s'intitule tout simplement Une nuit. Vous voulez dire pardon, hein? Oui, ben ça va, pardon. Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolé, faut une fracture. Je me serais excusé 1000 fois, vous m'auriez quand même fait chier. Vous faites quoi? C'est engueulé 6 minutes, on a baisé les 6 autres et il n'y a vraiment pas de quoi en faire des caisses. Non, dans la vie. En fait, Émeric. Nathalie. Et du coup, ce soir, les vieilles essoufflées disponibles, c'est plutôt votre type. On va où? Ce film, signé Alex Lutz, tu en es co-scénariste et coproductrice. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et à quel point, en tant qu'actrice, tu es volontariste dans la possibilité que des projets existent? Alors, en fait, Alex est un ami que j'aime beaucoup. Et un jour, on a rendez-vous dans un café. Je reviens de la danse. Et je suis en jogging. Bon, j'ai vraiment pas fait gaffe vu que je vais voir Alex. Et j'arrive un peu comme ça. Il me fait « Ah, mais j'adore, j'ai très envie de faire un film avec toi où tu arriveras en jogging et transpirante. » Donc, je rigole et on passe à autre chose. Et puis, on est pendant le confinement. Et
je l'appelle et je lui dis, dis-moi, moi je me fais chier sec. Est-ce qu'on n'écrirait pas ce film où j'arrive en jogging et où je transpire comme une vache? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a profité de ce temps-là. Donc, l'idée, c'était qu'on l'écrive ensemble. Très vite, on a eu envie d'une partition où notre amitié sans ambiguïté faisait que je dis, mais c'est quoi être une femme dans l'amour, dans la sexualité? Comment est-ce que tu abordes l'amour quand tu es un homme? Comment est-ce que tu abordes l'amour quand tu es une femme? Je me suis dit, confronter nos points de vue à tous les deux, étant si amis et pas du tout dans la séduction, c'était amusant. Donc on devait l'écrire ensemble. J'ai commencé à envoyer des trucs, il m'en a renvoyé. Et puis j'ai travaillé, il a travaillé de son côté, donc on a un peu laissé tomber. Un jour, il me dit, je t'envoie le scénario. Je lui dis, on n'était pas censé l'écrire ensemble. Il me dit, ouais, mais bon. Donc il me l'a envoyé. Je lui dis, ok, mais est-ce que je peux quand même dire des trucs? Et il me dit, bah oui, bien sûr. Et donc on a repris le scénario qu'il avait écrit. Et j'ai redit des trucs sur chaque scène et après sur le tournage, etc. Donc on l'a coécrit comme ça. Et est-ce que c'est important pour moi d'intervenir? J'ai envie de dire de plus en plus, parce que quand tu es une actrice de mon âge, même si tu es assise sur 3 Césars, même si les gens t'aiment bien et sont contents de venir à une masterclass, il faut continuer à susciter le désir que pour une femme, vieillir au cinéma, ça reste quand même cruel, même si les choses s'ouvrent, que les femmes ont de plus en plus de pouvoir et que les femmes de 60, 70 ont de plus en plus de propositions. Il n'empêche quand même que c'est ça que je me disais l'autre jour, en fait, quand tu es une actrice qui n'est plus en âge d'avoir des enfants petits, du coup, il y a beaucoup de rôles de femmes qui tournent autour du fait d'une forme de maternité. Et donc, quand ces rôles-là n'existent plus pour toi, il y en a quand même beaucoup qui partent. Et donc, j'ai la chance déjà d'être à mon âge à cet endroit-là, mais pour autant... et puis, moi, j'ai envie d'avoir des rôles de femmes de mon âge, mais des rôles marrants, en fait. J'ai pas envie d'être la mère de Pierre Ninet qui attend derrière la fenêtre en disant est-ce que mon fils va rentrer, quoi. Ça c'est les boules. Non mais vous voyez, ça ce serait l'angoisse pour moi. J'ai envie de... Mais d'ailleurs, c'est en cela que Catherine Deneuve, elle a quand même beaucoup ouvert la voie. C'est-à-dire que Catherine Deneuve, c'est une grand-mère et pourtant, elle est avec des talons, elle est avec des barésies, elle fume une clope dans le lit après avoir couché avec un gars de 30 ans de moins qu'elle. Je veux dire, c'est chouette. C'est chouette ce qu'elle a proposé, cette femme. Sinon, avant, tu as 75 ans, tu couds à côté de l'âtre, tu es très heureuse de t'occuper de tes petits-enfants, la barbe, en fait. Moi, j'ai pas envie de ça comme actrice. Donc, participer, être actif dans ce qu'on te propose, ça peut être l'occasion, justement... d'être une pétasse de 60 balais avec des bottes à franges, enfin je sais pas comment dire, je trouve que du coup c'est un peu illimité. J'ai hâte. Moi aussi. Parce que participer à une masterclass quand on a une trentaine d'années de carrière, c'est forcément refaire le parcours, évoquer des souvenirs et porter un regard justement sur ce parcours. Donc quel regard tu portes sur ton parcours ? Eh bien, je ne porte pas de regard sur mon parcours. Je ne porte aucun regard sur mon parcours. D'abord parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le présent, c'est éventuellement l'avenir, mais bon, je sais où je vais, hein, comme tout le monde, pas vrai. C'est vrai. Non, je ne porte pas de regard. Ce que je crois, c'est que ma filmographie me ressemble. Je pense que je suis quelqu'un de très sincère, de très authentique, que je me suis jamais posé des questions de carrière. J'ai jamais eu aucun cynisme par rapport à ce métier-là. Je me suis jamais dit choisis ce film, ça va aider ta carrière. Jamais, pas une fois. Je me suis jamais dit choisis ce film pour l'argent. Jamais, pas une fois.
Ouais, je crois que ma carrière me ressemble, mais je ne sais pas ce qu'elle dit de moi, en fait. Je pense qu'elle me ressemble parce que je vois que j'ai fait des choix qui me ressemblent absolument, que j'ai écouté personne quand on me disait de faire des trucs que j'avais pas envie, ou quand on me disait surtout ne les fais pas, et ben justement j'avais envie de les faire, je les ai faits. Que je pense que je suis une femme assez libre, et que je pense que ma carrière raconte sans doute ça et d'autres choses, mais me regarder être actrice, j'en ai rien à foutre en fait. Alors on va demander à ceux qui en ont quelque chose à foutre de te regarder comme actrice s'ils ont des questions à poser. La parole est à vous, des mains se lèvent, on va vous amener, des micros. Très très nombreux, ouais. Merci. Ah merci beaucoup. Ah oui, je ne vous voyais pas si nombreux. Ouais. Ah oui, c'est plein carrément. Ah bah merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas, levez-vous parce que nous on a un peu les projecteurs dans le visage, donc on vous voit pas forcément et c'est aussi bien de parler à des gens. La brune debout qu'on voit. Qui en veut avec les lunettes. Je commence. C'est toi, oui. Bonjour, pardon. Alors où êtes-vous? Non, juste là. Levez-vous si vous avez le micro, s'il vous plaît, levez-vous. Pardon, c'est ici. Ici. Pardon, d'accord, ok, pardon. Bonjour. Voilà. Bonjour. Trop nombreux. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce moment. C'était hyper intéressant. J'ai adoré. J'ai 2 questions. Pour commencer, c'est quoi le meilleur et c'est quoi le pire dans votre métier, selon vous? Et la deuxième, c'est pendant vos 7 ans de galère, comme vous avez dit, quand c'était dur, qu'est-ce que vous vous répétiez pour continuer, pour avancer? Alors, je réponds d'abord à la première question. Bah, déjà, moi, je voulais échapper à mon milieu. Je voulais échapper à mon milieu et je me disais toujours, mais c'est pas vrai, j'ai un destin, je peux pas être engluée comme ça dans ce milieu-là, c'est pas possible. C'est pas que c'était un milieu spécialement, mais je sais pas comment dire. Ça réfléchissait pas tellement. J'étais déjà cet enfant-là qui a beaucoup de personnes dans sa tête. Et donc, je voyais bien que chez moi, on appelait un chat. Oh, qu'est-ce que tu as à nous poser des questions? Tu nous fais chier, tu coupes tout le temps les cheveux en 4. Et je me disais, mais moi, j'ai une destinée, en fait. Moi, j'ai pas la... Parce que ma grand-mère me disait toujours, bah, pourquoi tu n'es pas institutrice? Tu feras du théâtre pendant les vacances. Et moi, je me disais, mais non, en fait. Moi, je veux pas que le mieux pour moi, que le meilleur scénario du monde, ce soit que je sois institutrice et que je fasse du théâtre pendant les vacances. Moi, je pense que je suis venue ici pour faire un truc. Donc, c'est ça que je me répétais. J'étais vraiment la seule. J'étais pas sûre d'avoir raison de le penser. Mais c'est ça que je me disais. Je me disais, mais moi, je peux pas, je peux pas me contenter de ma prédestination, en fait. D'être ma grand-mère, je sais pas, toute mon enfance, en fait, j'ai voulu échapper à mon milieu, à ma famille. Je me suis sentie différente, je me suis sentie un destin, je me suis dit, c'est pas possible que je sois engluée là-dedans. Et donc, c'est ça qui me tenait un peu. Et ensuite, le pire et le meilleur, j'ai envie de dire, c'est comme tout le monde, c'est comment tu regardes les choses. Il y a des choses merveilleuses que tu peux regarder comme les pires, et puis des choses épouvantables que tu peux regarder aussi comme une opportunité de croissance. Et je dois dire que c'est comme ça que je fais. Les choses en soi, je trouve qu'elles sont assez neutres, et c'est jamais que comme tu les prends que ça... je sais pas, je dis n'importe quoi, t'es en vélo, t'es content d'être en vélo, tu te casses la gueule, paf, t'as le genou pété. Soit tu vas dire, ah ben voilà, c'est encore tombé sur moi, je suis tombée de vélo, je me suis cassé le truc, et puis à cause de ça, puis tu rumines, puis tu chouines non-stop. Soit tu te dis, ah, ok, bon, je suis tombée, j'aurais préféré ne pas tomber, mais est-ce que ce serait pas l'occasion de m'arrêter un peu, de faire des trucs, de voir un peu comment les autres vont réagir autour de moi quand je fournis pas, et peut-être moi d'avoir du temps pour bouquiner, pour faire des... Voilà, toutes tes opportunités, ça dépend comment tu le regardes. Donc je m'astreins, je ne vous dis pas que je suis une sainte, mais je m'astreins à essayer toujours d'avoir un regard qui me soit utile, de penser les choses de façon utile. Voilà, c'est pas toujours facile, mais... Donc du coup, il n'y a pas de pire ou de meilleur. Voilà. Une autre question, qui a le micro? Voilà, bonjour.
Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter pour votre masterclass et aussi Karine Viard, que j'ai vu également dans Tati Daniel, La famille Bélier, Waouh, Sage Homme de Jennifer de Volder. Il y a aussi Maria Rêve et Waouh avec Bruno Boudalides. Et aussi, j'avais une question, c'est concernant votre premier film, c'est Tati Daniel d'Étienne Châtilliez. J'aimerais savoir comment vous avez vécu, vous, le tournage du film, et est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer Tia Shelton qui incarne Tati Daniel? Ah bah oui, bien sûr. Je l'ai croisée plus que rencontrée. Mais Tia Shelton, quand elle fait ce film-là, c'est une actrice dans le milieu hyper connue, prof de théâtre, et une femme assez inspirante comme actrice, parce que avec un physique, bon, pas forcément facile, mais qui est vraiment une actrice qui est là depuis des années et qui est vraiment très forte, très puissante, qui a fait beaucoup, et qui a fait essentiellement du théâtre, mais des rôles majeurs dans le répertoire classique. Et voilà, quand j'arrive, moi, jeune actrice, je la connais de nom, elle fait trembler, on parle d'elle dans les couloirs, les jeunes actrices, attention, voilà Tia Shelton, tout le monde est un peu comme ça, mais vraiment comme une figure extrêmement impressionnante et inspirante d'une actrice de théâtre, super puissante. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé, elle est géniale dans ce rôle, elle est vraiment géniale. Et je me dis, mais quand tu es un immense acteur, tu es un immense acteur partout, en fait. Et elle, vraiment, elle le prouve dans ce film-là. Ouais. Une autre question. Il y avait la jeune femme brune avec les lunettes. Mais a-t-elle le micro? Je sens qu'on lui donne le micro. Ça y est. Voilà. Bonjour Karine, merci pour ce parcours de professionnel que vous nous offrez, votre liberté, votre authenticité et l'inspiration pour les comédiennes de notre âge. Donc c'est quelque chose de... Mais vous êtes beaucoup plus jeune que moi, non? Pas tellement. Pas tellement. Elle est flatteuse. On peut en reparler après si vous voulez. Souhaiteriez-vous passer à la réalisation? Et si oui, quel type de réalisation? Est-ce que ce serait plutôt des documentaires? Je pense que vous avez énormément de choses à dire et à raconter. Et je pense que ça serait intéressant de vous voir... Alors, déjà, pour la réalisation, moi, je pense jamais en termes d'image. Je pense toujours en termes d'enjeux des personnages. Je pense vraiment les films, les œuvres du point de vue de l'acteur tout le temps. Donc, réaliser, je m'en sens vraiment pas capable. Par contre, comme depuis 2 ans, ça s'est un peu ralenti, les propositions et tout, je me suis dit, et que tout le monde est mort chez moi, du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de parler d'eux? C'est pas très sympa, mais non, mais j'adore ma famille, mais ils étaient quand même complètement secoués. Et du coup, j'avais plutôt envie de peut-être de faire un seul en scène ou un truc comme ça. Surtout que souvent on m'a dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez jouer que vous n'avez jamais joué? J'ai toujours dit, j'aimerais jouer un homme, un enfant, un animal. Et je me dis, mais au fond, faire un seul en scène sur moi-même, ce serait jouer moi enfant, mon grand-père et mon chien. Et donc je me dis, au fond, ça pourrait réunir toutes mes envies d'actrice. Mais bon, je dois me battre contre beaucoup de pensées limitantes du genre, mais tu penses, parce que tu es Karine Viard, ça va intéresser du monde. Mais ah oui, et qu'est-ce que tu as? Oui. Voilà, t'as déjà une salle pleine. Voilà, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux raconter aussi? Parce que bon, tu les trouves secoués, puis tu peux faire rire, mais en même temps, est-ce que c'est suffisant? Donc je suis dans cette espèce de marasme où j'écris, mais je me condamne d'écrire. Bon, donc je sais pas ce que ça donnera au final. Mais c'est vrai que j'aimerais bien y arriver. J'aimerais bien y arriver parce que je pense que ça pourrait être... personnellement, ça pourrait être un truc assez chouette de poser un regard que tu donnes aux autres sur ce qui quand même t'a fait souffrir ou un truc comme ça. Et en même temps, je les aime infiniment dans leur dinguerie. Et bon, voilà. Donc je suis à peu près là, mais je ne sais pas ce que ça donnera en fait. Une avant-dernière question. Eh oui, car on est obligé de rendre la salle à 15h30 précise, m'a-t-on dit. Donc.
Déjà, merci beaucoup pour cette masterclass. Et je voulais savoir comment avez-vous préparé votre rôle pour la famille Bélier? Alors, pour la famille Bélier, il fallait que j'apprenne la langue des signes. Donc, j'ai eu une fille est venue, elle m'a présenté Alexei. Alexei, un Russe, plus jeune que moi, mais pas un jeune homme non plus. Elle m'a dit, voilà, c'est Alexei. Il m'a dit, bonjour, comment ça va? Je fais, bien, mais elle faisait la traduction. Elle m'a dit, voilà, vous allez prendre un rendez-vous pour la fois d'après. Je dis, ok, d'accord. Je prends rendez-vous, il arrive tout seul. Et là, je dis, comment on va faire, en fait? Alors, il me fait bonjour. Donc, je lui dis, ok, bonjour. Il me dit, tu vas bien? Quoi? Toi, tu vas bien? Oui. Je lui dis, tu veux boire quelque chose? et en fait, ça a commencé comme ça. Et j'ai adoré ça, parce que moi, j'aime beaucoup apprendre. Il n'y a rien qui me vivifie plus que d'apprendre quelque chose. Donc, apprendre la langue des signes avec Alexei, ça a été une aventure vraiment très forte et aussi amicale. Et surtout, il y a un truc qui m'a fascinée. Alors d'abord, j'ai pas compris, je comprends pas aujourd'hui. Si j'étais première dame, j'essaierais de faire en sorte qu'on apprenne la langue des signes à la maternelle. D'abord parce que ça permet de communiquer. Vraiment, ça permet de communiquer avec un monde qui n'est pas le nôtre et qui a beaucoup à nous apprendre, mais aussi parce que quand tu fais la langue des signes, en fait, ils ont très peu de vocabulaire. Et ce qui change, c'est l'expression. C'est-à-dire, tu peux pleurer comme ça, donc tu vois une larme, mais tu peux pleurer comme ça. Donc, en réalité, c'est comme tu exprimes les choses qui fait le vocabulaire. Et je trouve que pour des enfants timides, des enfants coincés, des problèmes de rapport de classe, le pauvre, le riche, ça nivelle tout, c'est génial. Et il y a beaucoup d'amusement, parce que comme tu t'exprimes, en fait, tu t'amuses ensemble, c'est une danse partagée. Et donc, je trouve que apprendre pour nous, entendant la langue des signes, ce serait hyper vertueux pour les générations à venir. Et ce que j'ai découvert aussi avec les muets, c'est que j'ai eu l'impression de rencontrer un monde qui me ressemblait, en fait. Parce que je suis tellement directe, tellement franche, tellement... Je ne vois pas le problème de dire des trucs, alors que les gens se prennent des bazookas dans la tête. En fait, ils sont comme ça, les muets. Ils sont absolument comme ça. C'est-à-dire que tu arrives... je ne sais pas, moi, tu es comme ça, avec une crête, et tu vas être... vous avez vu? Et la question, c'est pas bien d'être gros, c'est pas bien d'avoir une crête, c'est que juste, c'est le premier truc qu'on chope. Voilà, c'est comme ça, t'es comme ça. Et donc, c'est assez soulageant, parce que t'as pas de procès d'intention. Et moi, beaucoup, on peut me faire des procès d'intention, alors que vraiment, il n'y en a pas. Et du coup, dans ce monde-là, je me suis sentie complètement à ma place. Et ça m'a appris beaucoup de choses, mais j'ai tout oublié. Quand j'ai fini le film, je me suis dit, moi je veux absolument, pour parler couramment, il fallait être à 7, j'étais au niveau 3, c'était déjà pas mal. Je me suis dit, moi je vais aller au niveau 7, je vais passer des diplômes et tout, puis bon voilà, j'ai complètement oublié. Et maintenant je sais juste dire bonjour, enfin c'est horrible. Allez, une dernière question rapide. Qui a le micro? Là-bas. Tout là-haut. Merci. Oui, merci Karine. Merci beaucoup pour ce partage. Vous êtes super. Vous avez beaucoup parlé de la place des femmes au cinéma et je me demandais si en 30 ans de carrière, vous avez vu les choses évoluer et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, selon vous? Alors, oui, absolument. Ça a beaucoup évolué. Je pense que pour la question des femmes, à la fois, je suis bien placée et pas. C'est-à-dire que moi, comme toutes les femmes de ma génération, on a avalé un nombre de couleuvres hallucinant en trouvant ça normal. Donc moi, aujourd'hui, il y a plein de comportements où mes filles sont là, elles sont déjà en haut, elles ont déjà des haches et tout. Je leur dis, c'est quoi le problème en fait? Parce que j'ai avalé tellement de couleuvres que je ne suis pas tellement choquée. Donc je peux porter un regard sur ces jeunes femmes que je trouve quand même un peu excessif, avec un discours un peu radical,
qui a comme vertu de monter en face des jeunes hommes dans un registre hyper masculiniste. Donc je me dis, est-ce que dans ce combat-là, ça ne mériterait pas un tout petit peu de nuance, mais en même temps, je comprends que les femmes soient énervées par tant d'oppression, en fait. Mais ça change, évidemment ça change, et je trouve ça chouette. J'ai fait un film dernièrement qui s'appelle La Maison des femmes, qui est un film féministe, mais qui porte un regard vraiment très complice sur les hommes et les femmes, comment la société de demain doit être construite par les femmes et par les hommes, ensemble, unis dans un même projet. Et sur le plateau, il n'y avait que des jeunes, Yel, on ne sait pas qui est qui, je suis une fille habillée en garçon, mais je drague comme une fille, on ne comprenait rien, mais c'était tellement chouette. Et je me suis dit, mais ils ont raison ces gosses, en fait. Il faut être comme ça, il ne faut pas être défini par qui t'es. Tu peux être une fille, un garçon, un jour un garçon, le lendemain une fille, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Et il y avait une atmosphère, un respect, un confort à être ensemble en fait, que j'ai vraiment découvert pour la première fois. Parce que sinon, il y a quand même les hommes qui sont des hommes, les femmes qui sont des femmes, la séduction entre hommes et femmes est à un certain endroit. Et moi, je connais parfaitement ces codes-là et ils ne me dérangent pas. Mais c'est vrai que comme ces gosses m'ont amené ailleurs, j'ai vu le confort que c'était. Et je ne suis pas la mieux placée pour en parler parce que je suis trop démodée pour ça. Mais, et que j'ai pensé que j'avais quand même, à ma façon, apporté la pierre à l'édifice du féminisme en étant qui je suis. Mais c'est pas suffisant, je pense. et voilà. Et les jeunes gosses, des fois, ils sont un peu excessifs, mais je trouve quand même qu'ils proposent un modèle qui est autrement plus harmonieux, qui est vraiment très chouette. Voilà, c'est l'heure de se quitter. Si vous voulez bien. Merci beaucoup. D'être venu et d'être resté. Je vais prendre un dialogue d'un de tes personnages, la boulangère de Paris, pour te dire en vous remerciant. En vous remerciant. Karine Viard. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'être resté.